votre regard. Merci de nous accueillir chez vous ce soir pour un numéro haut en couleur, puisque nous allons parler des arts plastiques et du patrimoine. Le patrimoine ne saurait suffisamment inspirer nos artistes plasticiens. Justement, ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir deux artistes qui font honneur au patrimoine de notre pays, à savoir, ne vous étonnez pas du nom, Mercredi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, vous êtes artiste, vous êtes d'abord architecte, Oui. ou d'abord aussi artiste plasticienne et dessinatrice, et vous êtes l'auteur d'un très beau recueil, récit de voyage. Petit carnet, livret, Voilà, comme vous voulez. C'est carnet de ni voyage. guide, ni livre, c'est comme vous voulez. C'est ni, mais tout cela à la fois. Exactement. Et qui s'intitule Timimoun Janet, des Zénètes au Touareg. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci, ça m'enchante. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Samir Djama. Monsieur Djama, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. C'est moi qui vous remercie pour C'est un l'invitation. plaisir de vous recevoir. Également. Vous êtes photographe, maquettiste, infographique, plasticien et éditeur. Imprimeur. Entre autres cordes que vous avez à votre arc. Et vous êtes auteur de 3 ouvrages, Balade au cœur de la Casbah d'Alger, que vous avez vous-même édité. Ouais. Et puis vous êtes aussi auteur de 2 ouvrages, l'un dédié à Alger et l'autre à la Casbah. plus particulièrement à la Casbah, qui est l'amour de Oui. votre vie, semble-t-il, sans faire de jalouse. Et vous êtes en train d'animer une exposition de photos et d'ouvrages aussi, et qui s'intitule Empreintes et racines, voyage au cœur du patrimoine d'Alger, et qui est à l'honneur d'Algérie, pardon, et qui est à l'honneur du patrimoine algérien. Voilà, voyage au cœur du patrimoine algérien, et qui est à l'honneur jusqu'au 15 septembre. Et on va donner un petit aperçu de cette exposition aux chers amis qui nous suivent, afin de leur donner envie de vous retrouver et de découvrir vos ouvrages. Cependant, galant comme vous êtes, vous permettrez que je me tourne d'abord vers Mercredi, afin de plonger plus profond dans l'Algérie et dans le pays profond justement. Et ce carnet de voyage s'ouvre sur Timimoun, dont vous avez fait la découverte. Alors, avant de plonger dans le carnet proprement dit, parlez-nous un peu de sa genèse et de ce qui vous a amené à produire cet ouvrage hybride. Moi, une phrase qui m'inspire énormément, et je pense que c'était la ligne directrice de tout ça, c'est je voyage pour corriger ce que j'ai lu dans les livres. Ah. Et donc c'est ça, je pense que c'est vraiment ça. J'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Pas que je sois vieille, même si j'en... Mais, prime jeunesse. Oui, mais oui, c'est ça. En vrai, c'était l'aventure, l'envie de découvrir plus, la recherche, l'architecture entre autres, et puis l'humain. Découvrir les gens qu'on ne connaît pas. Et à travers ça, ça a fait un tout. Et c'était, le lieu était parfait pour tout ça, le sud. Et vous nous faites découvrir d'abord, Timimoun, la capitale de Gourara. Gourara, oui, c'est la région. D'accord. Il y a même un hôtel là-bas fait par Fernand Pouillant. Mais c'est une merveille, c'est un joyau architectural. Il s'appelle Gourara parce que Fernand Pouillant était connu pour justement nommer ses œuvres, enfin ses ouvrages, d'après les zones. Et je trouve ça plus intéressant. Ça s'étend vers plus. Il n'y a pas de frontières de wilaya, de frontières culturelles, de frontières ethniques non plus. On s'étend. Et puis vous nous faites découvrir les qsar et leur architecture. Là, c'est l'architecte qui parle. C'est tout l'amour de ma vie, vraiment. Les qsar, ça a été... Bon, déjà, ça a été mon projet de soutenance de fin d'études, parce que je me suis dit, on s'intéresse énormément quand même au Casbah et tout, et il y a comme un équivalent, mais ça n'a rien. Donc c'est des Casbahs du Sud, et puis qui remontent à plusieurs centaines d'années, parfois même à des milliers d'années. Et ça valait le coup de s'y intéresser. Notamment celui d'Irzar. Oui, Irzar, un choix bien précis. Et qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce qsar plus particulièrement? Bon, entre autres, déjà ses couleurs. La couleur rouge, ocre, était flamboyante, littéralement, sur tous les couchers de soleil et tout. Et puis son histoire, et on l'a vu en ruine, et ça nous a, en tout cas moi personnellement, ça m'a fait énormément de peine de voir ça. Et je me suis dit, si je peux braquer un peu les projecteurs dessus, et pointer du doigt certains endroits, qu'on puisse le faire. Et puis vous nous emmenez aussi à Janet, et on découvre, grâce à vous dans ce carnet de voyage,
que c'était un carrefour des routes commerciales. Et puis vous faites toute une étude étymologique sur le nom de Janet, justement. Oh oui, toutes les versions qui ont donné le nom de Janet. Oui, ben, j'aime bien donner toutes les versions ou bien les hypothèses qui auraient donné les étymologies. Et bien sûr, je cite les sources ou alors je dis, vous savez, on dit beaucoup de choses en Algérie, juste pour transmettre la tradition orale. Alors, on nous a raconté et voilà. Moi, je ne fais que rapporter. Certes. Et puis, l'un de vos autres grands amours, c'est le Tassili Najer. Parce que Janet fait partie du Tassili Najer. Il y a 2 grands Tassili en Algérie connus. Et c'est comme je vous ai dit, le Gourara, Timimoun est la capitale du Gourara. Et Janet est la capitale du Tassili Najer. Donc c'est à peu près pour expliquer l'Algérie, de quoi elle est faite et donner un peu plus de sens à tout ça. Et vous nous faites aussi une étude étymologique sur le mot Touareg. Et vous nous donnez différentes versions. C'est ça, oui. Même en citant les réticences des locaux, et j'essaye d'être le plus authentique et de donner en tout cas la vérité. Enfin, je n'ai pas la vérité absolue, je ne la détiens pas, mais j'essaie vraiment sincèrement, comme je l'ai dit, de rapporter ce qu'on nous a dit et de ne pas rester dans le renfermement. On essaie vraiment de partager ce qu'on nous a raconté. Je sais quelque chose, on me l'a dit, alors je vais essayer de propager ça. C'est pour tout le monde. C'est injuste de garder ça pour soi. Certes. Et puis c'est en multipliant les avis sur un objet qu'on se rapproche de sa vérité. Cependant, on apprend dans votre ouvrage que les Touareg eux-mêmes se désignent eux-mêmes par le nom Himouhar. Himouhar. Oui, en tamashaq, c'est ça? En tamahaq. Tamahaq, pardon. Oui. Ah, et puis, et les dessins, on va pouvoir le voir à l'écran, les dessins qui illustrent, puisque vous-même, vous avez illustré votre carnet de voyage, et vous faites aussi une réflexion sur le chesh, ce fameux chesh. Oui. Et puis, vous balancez entre son origine, et donc vous balancez entre des légendes à son sujet, et son usage plus pragmatique. Oui. Et parmi les légendes que vous citez, il y a cette légende de la défaite d'une grande tribu guerrière qui aurait décidé depuis cette défaite de se couvrir le visage par pudeur, parce qu'on parle de pudeur émotionnelle. On le voit ici à l'écran, oui. Oui, c'est ça. Bon, là, par contre, c'est une femme qui est représentée, parce que c'était plus moi qui partais tout le temps habillée comme ça. Mais en vrai, ce qu'on nous a raconté, c'est que les hommes là-bas cachent leurs émotions et ne communiquent qu'avec les yeux. Et j'ai trouvé ça sincèrement poétique. Parce que les femmes là-bas dévoilent leurs émotions et leurs sentiments et parlent comme ça, s'expriment avec leur visage, tandis que les hommes, c'est plutôt rare de voir le visage entier dénudé. Parfois, il y a dans certains mariages, l'homme est comme ça et il ne soulève que pour manger. Par pudeur, parce qu'il y a des étrangers et tout, et je trouvais ça vraiment très beau. D'ailleurs, vous mentionnez dans l'ouvrage que c'est une société matriarcale. Oui, on m'a fait remarquer d'ailleurs par une autre autrice absolument magnifique qui m'a corrigée sur ça, et j'aimerais me corriger aussi. On dit matrilinéaire. Matrilinéaire, oui. Parce que matriarcal, en fait... c'est un rapport de pouvoir. C'est ça. Et puis, il garde le nom du papa, donc c'est pas grave, c'est le père qui transmet, c'est la paternité qui transmet le nom. Mais oui, matrilinéaire, parce que oui, la femme a non seulement son mot à dire, mais elle s'exprime avec la musique, l'imzad, la danse et tout, c'est elle qui est là et elle a une présence. Et comme m'a dit un guide une fois, qui est plus qu'un guide, un ami, il m'a dit « L'maram qatsa andna ». Et oh, waouh. D'ailleurs, toujours selon votre récit, ce sont les femmes qui choisissent entre guillemets, l'époux. Oui, il y a une espèce de... Parfois dans des cérémonies, festivals et tout, il y a des danses qui se font et il communique à travers ça. Donc lui, il va lui transmettre son amour, ou il va lui exprimer ses sentiments, et elle a clairement le droit de lui dire oui ou non. Alors non, pas du tout, je ne suis pas intéressée. Et j'ai bien aimé. D'où le cherche. D'où le cherche. Voilà. Non, je plaisante. Et puis, vous nous faites aussi découvrir le festival de l'As Biban. C'est bientôt d'ailleurs. Enfin, c'est Ashura. Donc, c'est en juillet.
هاد العام et ça dépend de Ashura, de 10 jours après Muharram. C'est un festival classé patrimoine de l'UNESCO mondial et il y a des gens qui viennent du monde entier pour y assister. Vraiment, c'est incroyable comme festival. On va découvrir d'autres choses encore dans ce très beau récit de voyage. Cependant, si vous permettez, je me tourne vers Monsieur Samir Jama et cette exposition, mais aussi ses ouvrages. Et dans cette exposition, justement, vous-même vous dites, il s'agit d'une exploration visuelle dans l'âme profonde de l'Algérie, à travers une série, je vous cite, à travers une série d'images capturées avec passion. Cette exposition est une ode aux traditions, aux gestes oubliés, aux visages empreints de sagesse, aux paysages traversés par l'histoire, autant de fragments de mémoire qui racontent notre identité plurielle et vivante. Ouais. Première question, somme toute banale, comment s'est effectuée la capture de ces images? Alors, déjà, donc je suis photographe, premièrement. Donc, j'ai baigné dans la photographie dès mon jeune âge, quoi. Baigner, c'est le mot que j'utilise, baigner dans les bains, produits, Oui, etc. révélateur. Révélateur, etc. Filer la métaphore. Oui. Et au fur et à mesure de mes études, bon, j'ai fait des études classiques, supérieures, bachelor, 2S physique, etc., etc. Donc, ce qui fait que après, la photographie est devenue, bon, la passion à lier, toujours, est devenue un peu un métier. Et donc, dans mon métier, j'ai essayé de maîtriser un peu ce qu'on appelle les arts graphiques d'une manière générale, parce que la qualité de l'image, bon, le côté technique, beaucoup plus. Avant de parler du côté esthétique et côté artistique, etc. Donc, il fallait qu'on maîtrise. On a été parmi les pionniers dans les arts graphiques à maîtriser ce qu'on appelait à l'époque la sélection de couleurs, qui n'était pas évidente. Et depuis la venue de la PAO, nous avons quand même amélioré notre qualité d'impression. Appelez-vous la PAO, pardon? La publication assistée par ordinateur. D'accord. Qu'on va remplacer bientôt par l'IA, l'intelligence artificielle. On va y arriver d'ailleurs. Donc, ce qui fait que j'ai choisi un métier d'imprimeur, après d'éditeur, et à la rencontre de beaucoup de mes auteurs, des historiens, des archéologues, etc., m'ont inculqué un peu cette notion du patrimoine national. C'est-à-dire, donc j'ai baigné aussi dans ce milieu et j'ai été rattrapé par le mal du patrimoine, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'attarde un peu plus dans la photographie. Mal au sens de la nostalgie. Et voilà. Voilà. Donc, ce qui fait que voilà, l'origine de tout ça est venue à partir de tout ce cheminement, quoi. Et dans le fascicule qui promeut l'exposition qui se déroule jusqu'au 15 septembre, Baya Ben Naaman, que nous saluons, et qui est l'une des promotrices de l'événement, nous dit « Le regard de Samir Jama est un témoin et passeur d'histoire ». Justement, ça rejoint la première question, comment se forge le regard du photographe? Pourquoi finalement tel paysage, tel sujet et tel angle? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous décider de photographier tel lieu plutôt qu'un autre, selon tel angle plutôt qu'un autre? Que ce soit ma démarche s'inscrit de la même manière que la démarche de la demoiselle. L'être humain a toujours voulu transmettre. Certes. Transcrire, transmettre, etc. Donc, à partir de là, comme je disais, par exemple, pour l'histoire de la Casbah, on connaît la Casbah, mais c'est un truc normal. Mais une fois, j'ai eu l'idée de lever la tête, comme on dit, pour essayer de voir. Et là, je découvre une autre Casbah que je ne connaissais pas. Voilà, par exemple. Donc, à partir de là, je me suis intéressé un peu plus à tout ce qui est construction, un peu d'architecture, un peu de tradition, un peu, voilà, dans le terme de passer à l'autre génération. Oui, on voit d'ailleurs une partie des photographies défiler. Voilà. Justement, Baya nous dit que ce que vous faites, c'est finalement un hommage à ce qui continue de vivre, dans l'éclat d'un bijou, la rugosité d'une jarre, la poussière d'un galop ou la pierre d'une bâtisse. Et puis un autre qui rend hommage à votre travail, c'est le feu et regretté docteur Nordin Saoudi,
qui dans la préface à la balade au cœur de la Casbah d'Alger nous dit « Nous regardons sans voir ». C'est vrai. Et je pense que Mercredi est d'accord avec nous sur ce sujet. Nous regardons sans voir et écoutons sans entendre le message d'un cœur battant de la Médina et craint de nos gloires passées et à venir pour qui sait voir et entendre. Et justement, c'est le rôle du photographe ou de l'illustrateur de nous faire opérer cette halte pour apprendre à regarder ce familier qui n'est pas connu, pour reprendre l'expression de Hegel. C'est-à-dire, à travers vos photos, à travers vos illustrations, on a presque le sentiment de redécouvrir quelque chose qu'on connaissait, qu'on croyait connaître. Et c'est un peu ça aussi votre démarche. Oui, oui. Bon, on n'est pas loin de l'homme qui avait dessiné les dessins rupestres. On est dans la même démarche. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que ça fait des siècles, mais on est toujours dans la même démarche. Et le besoin, comme j'avais dit tout à l'heure, le besoin de transmettre, d'exprimer ses sentiments, ses sensations, etc. Alors, vous renversez ou vous tordez le cou à une crainte qui relève presque de l'écolalie, tout le monde la répète à qui mieux, on va tous mourir, non, c'est-à-dire pas au sens premier, mais... Ah bon? Non, mais je veux dire, on, les artistes, et a fortiori, bon, les écrivains, ça va, ils ne se font pas trop de mourants, mais les artistes picturaux, les artistes plasticiens, on va tous mourir, l'IA a débarqué. Et vous tordez le cou à cette crainte en disant, bien au contraire, pour un photographe, l'IA est un assistant, et vous employez même un mot très particulier, vous dites, c'est carrément un supplément d'âme. Oui, oui. Bon, c'est-à-dire, l'être humain a toujours peur du nouveau. Ça n'a pas changé depuis. Donc, quand je parlais déjà de la PAO, c'était la même problématique qui se posait. Oui. Donc, pour moi, l'IA, c'est vrai qu'il y a un côté éthique, un côté... Mais je pense que prendre l'IA dans le bon sens peut servir à l'amélioration de la communication et de l'image, etc. Donc, moi, j'ai voulu faire l'expérience avec l'intelligence artificielle, donc j'ai pris mes photos que j'ai retravaillées avec l'IA. Vous leur avez donné un effet peinture. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des photos et quand on les voit, on croit que ce sont des toiles. Mais l'intelligence artificielle, c'est un algorithme, donc ce qui fait que quand l'image déjà est bien éclairée, qu'il y a les ombres, c'est-à-dire l'âme existe déjà dans la photo. Donc même lui, l'intelligence utilise plus facilement. L'interprétation est plus facile pour lui. Donc, l'âme de l'artiste reste pratiquement dans le... Et vous rappelez cette évidence que le catastrophisme ambiant tend à nous faire oublier, à savoir que, je vous cite, la machine ne remplacera pas l'artiste, ou ne remplace pas l'artiste, elle l'accompagne. Voilà, effectivement. On le voit d'ailleurs voilà, justement, la comparaison est... Et il y a 4 thèmes principaux dans cette exposition. Il y a la Casbah, évidemment, et Alger. Voilà, Alger en général. Et puis, il y a aussi la poterie berbère, dont vous dites que c'est un témoin vivant d'une époque où l'acte de créer était profondément enraciné dans le quotidien. Oui, oui. Déjà, la poterie chez l'homme en général, c'est le premier signe d'intelligence. Il a commencé à façonner des trucs, etc. Donc déjà... Et l'histoire de la poterie, dans toutes les civilisations, ça dépend des sociétés, etc., véhicule soit une communication, soit beaucoup de choses. Donc ce qui fait que moi j'ai voulu... la poterie, pour moi, est un coup de cœur. C'est-à-dire j'ai rencontré un peu le sujet d'une manière... c'est-à-dire, j'ai eu un ami qui m'avait offert une collection de poterie ancienne que j'ai nettoyée, et à partir de là, je les avais posées à la maison, une trentaine quand même, hein, c'est-à-dire. Excusez les peu. Excusez les peu. Donc, un très très joli cadeau parce que c'est pas donné aussi. Certes. Ouais. Et j'ai eu l'impression c'est comme si je commençais à communiquer avec ces poteries. Et d'ailleurs, dans les photos que j'avais prises, je les décris comme des êtres vivants. Tout à fait. Donc il y a la photo familiale classique, la photo, etc. Donc ce qui fait que à partir de ces photos, c'est-à-dire j'ai essayé de donner une atmosphère et dire que c'est eux le témoin du savoir-faire de nos ancêtres.
D'ailleurs, vous dites quand le regard du visiteur, et c'est presque j'allais dire une formation à mieux voir, puisque le regard aussi s'éduque, entre guillemets, quand le regard du visiteur se pose sur ces objets simples et silencieux, il découvre une voie discrète, voilà, celle de l'artisan devenu conteur à travers la matière. Chaque poterie devient personnage, chargé de mémoire, d'usage, de beauté et de présence. Il faut quand même, disons, un certain bagage culturel, plus ou moins sociologique, plus ou moins anthropologique, pour voir derrière l'objet toute l'histoire qu'il renferme. Nous sommes, et là je paraphrase le docteur Saoud El-Rahmou, nous sommes tellement habitués à vivre un présent perpétuel que la dimension historique de tout ce qui nous entoure nous échappe trop souvent. Alors on oublie que tout vient de ces... On existe grâce à eux, oui, à toute cette démarche. Et vous dites, à chaque étape, modelage, lissage, cuisson et décoration, s'impriment gestes, intentions et savoir. Ainsi naît un objet à la fois utile, beau et porteur de sens. C'est ça le plus important. Voilà. Transmettant lui aussi une part de l'histoire. Voilà, exactement. Vous évoquez aussi à travers votre photo d'autres thèmes et qui rejoignent ceux de mercredi, vers laquelle je me tourne pour continuer d'explorer son carnet de voyage, Timimoun Janet des Zénet au Touareg. Vous aussi, vous vous êtes intéressé à des thèmes qui ont passionné Saïmed Jama et vous vous êtes intéressé, vous aussi, aux bijoux. Oh oui. Le bijou est porteur de messages aussi. Donc, comme je raconte le mythe de la Croix du Sud, justement, qui aurait pu être constellation, comme qui aurait pu être un message d'amour, parce que le T et le O en tamaher antifinaire veulent dire amour. Donc, d'après la légende, elle est née de ça. Alors, justement, j'ai plus que cette simple légende, il y a une dimension anthropologique que vous nous transmettez. Dans cette croix du Sud, la croix d'Agadez, si je prononce bien, oui, c'est ça. Vous dites que l'une des légendes, c'est que chez les Touaregs, le forgeron occupe un rang supérieur dans la société. Oh, oui, oui. Le forgeron, c'est l'artisan, mais c'est aussi, comme je l'ai dit, il transmet un message, mais c'est un liant social. Donc il a le droit de forger les épées, il est obligé, enfin obligé non, mais tout ce qui est vaisselle, les takuba, donc il y a des termes qu'on va devoir expliquer. Donc takuba, c'est la petite épée qu'ils utilisaient pendant leur guerre, comme c'était des tribus guerrières. Et puis les boucliers aussi sont emblématiques, donc c'était à lui de les faire et le forgeron pouvait rentrer dans les maisons, se balader pour leur dire voilà, alors vous avez besoin de quoi, c'est moi qui m'occupe de ça et tout, donc c'est lui qui transmettait aussi tout ça. D'où la légende d'un homme qui voulait transmettre un message à travers ce bijou-là. C'est ça, c'est ça. L'homme qui n'avait pas osé faire le pas, ou c'est par pudeur aussi, pas aller parler à une étrangère, enfin une étrangère qui le voyait souvent, et pour lui exprimer ses sentiments, il est passé par le forgeron. Le forgeron qui avait le droit de rentrer, de dire de forger les bijoux, de forger tout ça. Donc il passe par lui et il lui dit y a-t-il moyen de me forger le mot amour? Et puis tu vas le décorer avec des signes très épurés, donc des motifs très simples, mais en soi très lourds de sens. Des motifs qu'on va retrouver aussi dans les murs de Kapter à Timimoun. Donc c'est des symboles et des géométries qu'on trouve aussi dans les poteries. Ouais. Donc c'est toujours, tout est lié. Et justement, je disais, il y avait une dimension anthropologique, c'est que moi, j'ai tout de suite été frappé en lisant ce passage. Je me suis dit, tiens, chez les pays ou dans les régions sahariennes, le forgeron occupe un rang élevé dans la société, ce qui est complètement l'inverse des sociétés méditerranéennes où le forgeron est déconsidéré et on le retrouve dans les mythes grecs où Héphaïstos et les Cyclopes voilà, sont... Héphaïstos, vraiment, c'est le dernier rang de la société divine, si je puis dire. Oui. Et les Cyclopes aussi sont quasi des esclaves. En fait. Oui, oui.
Ben, je peux comprendre, mais en fait, les dimensions sont toutes très différentes. Une fois qu'on s'éloigne un peu de la Méditerranée, c'est un peu pour ça qu'il fallait retranscrire tout ça en petits carnets pour expliquer qu'il faut sortir de notre bulle côtière et de voir ce qui se passe un peu parce que beaucoup de choses changent. Le temps, la distance est différente. On nous a souvent dit c'est juste ici, à 300 km. À 300 km, on est toujours dans la même région, dans la même wilaya. Et donc oui, toutes les dimensions sont différentes. Les rangs sont différents, la femme et l'homme... bon, c'est pas que c'est un rang différent, mais la relation qu'on a avec l'autre est différente. Et puis vous nous montrez un peu vos péripéties et vos... J'allais dire déconvenue, mais ce n'est pas vraiment une déconvenue. Disons que vous vous adaptez un peu. Vous dites, à Timimoun, il y avait une maison d'hôtes. Voilà, et, on pouvait retrouver le confort Oui. auquel nous, citadins, sommes habitués. Cependant, au Tassili Najer, vous dormez sous la tente à la Belle Étoile. Et il y a ce passage délicieux dans votre carnet de voyage. Si vous permettez, je vous cite. Vous dites, revenons à ce moment magique où la nuit tond son voile d'indigo et où vous vous glissez dans votre petite tente pour grappiller quelques heures de sommeil avant le lever du jour. Car non, ce n'est pas un voyage de repos, mais il est profondément ressourçant. À la fin du séjour, vous serez épuisé, ça ne donne pas envie. Certes, vous serez épuisé, certes, mais comblé. Vous aurez traversé, j'ai beaucoup aimé cette expression, vous aurez traversé des musées à ciel ouvert, visité l'une des plus anciennes galeries d'art de l'humanité. Les fresques rupestres que vous aurez contemplées couvrent environ 8000 à 12 000 ans. Oui, c'est le cas. C'est le cas, toutes les recherches qui ont été faites ont témoigné de la datation au carbone 14. Donc on nous a bien fait expliquer, d'après Henri Lott, d'après plusieurs autres chercheurs, que les gravures étaient datées d'à peu près 12 000 ans. Bon, bien sûr, c'est toujours à peu près 12 000 ans, voilà, jusqu'à 12 000 ans, 10 000 ans en Jésus-Christ. Quant aux peintures, c'est à peu près 8 000 ans. Et donc on entre dans une autre ère, on évolue et on voit que tout est différent. Et c'est en fait, c'est cette galerie-là qui m'a donné envie de traverser encore plus le pays, de sillonner et de voir que le Tassili Najer, d'accord, mais il y a plus. Et donc le Djelfa, le Rouat, un flot, Mougrar, ça sera dans le book d'Inch'Allah. Inch'Allah, oui. Aller à la recherche de ces peintures et de ces gravures. Et vous effectuez une partie de l'exégèse de ces gravures dans un chapitre peinture et gravure et symbolisme. Vous montrez notamment, par exemple, et on a eu l'occasion d'en parler avec un recueil de contes dédié au Tassili Najer, la fameuse légende de la vache qui pleure. Oui, de Terrart, oui. La fameuse, oui, c'est plusieurs vaches qui pleurent, mais il y en a une qui est marquante parce qu'on voit clairement larme dessinée et c'est quelqu'un qui est passé par là-bas, probablement un berger. On dit que la sécheresse frappait la zone et puis il a vu deux vaches qui pleuraient. On raconte que c'était l'une qui pleurait la mort de sa fille. Mais on ne sait pas, on est sûr de rien, mais ces légendes me touchent profondément. Puis vous savez, on dit beaucoup de choses. Et racontez-nous un peu, puisque la genèse de l'ouvrage, à l'origine, c'était ces carnets de voyage fabriqués par votre amie, oui. Qu'on salue, Hala Sheima Tatfa. Oui. Et donc c'est dans ce carnet de voyage que vous avez effectué vos petits croquis, que vous avez, je suppose, ensuite commenté. Donc comment ça s'est passé? C'est vraiment ça, je n'ai pas la prétention de dire que je suis autrice ou quoi. Loin de là. À la base, c'est une jeune fille qui a commencé à dessiner, qui passait son temps à méditer sur son trait. Et puis le style est vite apparu parce qu'en architecture, forcément, on trouve sa voie. Et j'ai vite compris que je voulais aller en patrimoine très jeune. Je dis à mes enseignants, à mes encadreurs, laissez-moi vagabonder, je ferai mes rendus et tout, mais je sais ce que je veux faire, donc s'il vous plaît. Et donc ils ont été coopératifs, c'était magnifique en tant que parcours. Donc si vous voulez faire architecture, j'encourage. À l'EPO? Non, à Oran.
Ah, d'accord. Moi, j'ai fait Oran, oui. Ouais, bah oui. Mais si vous êtes passionné par ça, c'est foncez. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui sont réticents, qui ont peur de ça et tout. Oui, c'est difficile. Mais ça vaut la peine. Parce que comme je l'ai dit, le trait est vraiment une méditation. C'est une thérapie de refaire le même geste, voire plusieurs heures. Et au bout d'un moment, mes dessins étaient parfois compréhensibles et parfois je devais expliquer où est-ce que j'avais vu ça, qu'est-ce qu'on m'avait dit par rapport à ça. Et de là est venue l'idée de un carnet de voyage qui expliquerait mes dessins. Donc la ligne directrice était plutôt le dessin qui expliquait, pas le contraire. Je Ouais. n'ai pas illustré mes mots, mais c'est les mots qui sont Vous avez venus. commenté vos dessins. C'est ça, c'est exactement ça. Justement, d'où est venue cette passion du dessin ou quand a-t-elle germé? Oh, très jeune, très très jeune, toute petite. C'est la maman, c'est ma famille, c'est l'encouragement de l'entourage. J'étais un enfant plutôt calme, donc j'avais tout le temps une table remplie de crayons. Et puis je salue très fort la maman qui a encouragé cette petite artiste en moi, qui a vu l'enfant en moi qui voulait vraiment faire quelque chose de tout ça. Et donc elle ne manquait pas l'occasion de m'emmener à une librairie pour me dire alors tu aimes ça, livre de coloriage, ça et ça. Et voilà, je passais tout mon temps à dessiner, à lire. Et je me suis dit vraiment fusionner les deux, ça pourrait faire quelque chose. On va justement arriver à la conclusion de votre ouvrage qui est elle aussi très belle et très poétique. Cependant, je me tourne vers Monsieur Samir Jama qui lui aussi s'est intéressé aux bijoux, puisqu'on a parlé des 4 fils conducteurs de cette exposition. La ville d'Alger, on a parlé des poteries. Il y a, vous aussi, vous vous intéressez aux bijoux. Oui, effectivement. Vous dites, pardon de vous interrompre, je vous cite et ensuite je vous laisse commenter. Vous dites, le bijou berbère algérien est bien plus qu'un ornement, et on l'a vu d'ailleurs aussi avec mercredi. C'est un langage symbolique, un marqueur identitaire et un témoin d'un savoir-faire ancestral, et on le voit à l'image. Oui, effectivement. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas différent de la démarche de la demoiselle. Le bijou en lui-même, bon, vous l'avez dit, et je l'ai dit dans le texte, que c'est un ornement qui véhicule une image, une expression, etc. Et à travers mes photos, j'ai voulu pérenniser un peu ces bijoux qu'on est en train de perdre, certains bijoux qu'on est en train de perdre. Par rapport aux bijoux, par exemple, des gens du Sud, le bijou berbère est plus coloré, plus, etc. En fonction de... chaque société a une attirance particulière. Et je pense que moi aussi, dans le domaine je cherche déjà des bijoux pour essayer de prendre des photos un peu dans un style différent. Et voilà, donc j'ai découvert ça dans ma famille, donc j'ai pris des bijoux en photo d'une manière plus simple. Et voilà. Le 4e fil conducteur, c'est la fantasia. Alors la fantasia, j'ai découvert la fantasia grâce à c'est un journaliste, monsieur Abdoulaye Rahmou, qui était un féru de la fantasia, de l'artisanat, etc. Donc c'est lui qui m'a fait découvrir le cheval barbe déjà. Oui. Donc il m'a amené à la au deuxième salon du cheval qui s'est déroulé juste avant le Covid. Je crois que c'était en 2016, 2017, etc. Et c'est là où j'ai découvert un peu tout l'aura tout ce qui était autour de la fantasia. C'était extraordinaire. Donc c'était le salon où on réunissait toutes les wilayas pratiquement d'Alger. Il y avait les gens de l'Ouest et les gens de l'Est. D'ailleurs, c'est là où j'ai appris que, par exemple, la fantasia des gens de l'Ouest est complètement différente de celle des gens de l'Est. La différence était où? C'est-à-dire que les gens de l'Ouest, ils faisaient pratiquement en groupe leurs chevauchés hédiques. Mais par contre, les gens de l'Est, c'était la présentation d'une ou deux personnes. Donc la démarche n'était pas la même. Et là, j'ai découvert vraiment l'importance que le cavalier et la communication du cavalier avec avec le cheval. Et ce qui fait que j'ai aimé ce rapport. Oui.
c'est un rapport extraordinaire. Puis c'est une manifestation culturelle où, comme disent... Il faut voir les personnes, ils étaient fiers de montrer leur truc, leur tenue, etc. Donc c'était extraordinaire. Et c'est une manifestation culturelle où on se remémore sans se souvenir, Ouais. puisqu'en fait on répète sans le savoir des gestes dont on a perdu l'origine première. Peut-être que la fantasia c'est aussi une évocation du rapt, où la tribu allait chez la tribu adverse ou autre pour prendre épouse. Mais cependant, on se souvient encore plus loin que ça des cavaliers numides que nous fûmes depuis des millénaires. Exactement, oui. Donc il y a aussi cette dimension anthropologique qui ressort, et c'est ce à quoi vous nous invitez aussi à travers la photographie. Voilà. Donc oui, je vous invite à voir déjà, il y a de très très belles photos dans le sens un peu qui sont féeriques, un peu abstraites, etc. Et ben voilà, donc le combat des gens qui... Bon, c'est un combat, c'est redéfinir le combat, c'est-à-dire redéfinir le combat, et à partir de là, je pense que c'est une tradition qu'on devrait garder et promouvoir. Tout comme celle justement de la cavalerie. Et on va revenir à cette exposition pour cette fois-ci plonger avec vous dans la galerie et essayer un peu de voir ce qu'on peut y découvrir. Cependant, si vous permettez, Mercredi et Samir Jama, on va opérer un petit intermède, cette fois-ci littéraire, même si tout est dans tout finalement, comme dirait Hegel encore une fois, puisque c'est le moment de découvrir notre livre de chevet, comme d'habitude, chers amis, après le jingle. Et avec votre aimable autorisation, on poursuit la lecture de L'épine et le girofle, le roman écrit en prison du regretté Yahya Sinwar Rabbi Yarhamou. Et je vous livre ce passage traduit par votre serviteur. Vendredi matin, à l'aurore, nous nous tenions debout à la porte latérale des visites du bâtiment pénitentiaire central de Gaza. Puisque Yahya Sinwar vient d'une famille de militants, tous ses frères ont rejoint eux aussi le combat contre l'occupation. Malgré notre arrivée très tôt, nous trouvâmes des centaines de familles qui attendaient. Près du mur se dressaient des barrières métalliques pour organiser les files d'attente. Une fenêtre s'ouvrit dans la porte et en émergea la tête d'un prisonnier qui ouvrit ensuite la porte. Il tenait un registre. Il commença à appeler les noms. À chaque fois qu'il appelait le nom d'un prisonnier, sa famille se dressait en disant « oui » et se dirigeait vers le début de la barrière pour s'aligner en attendant leur entrée dans le bâtiment et la fouille. Nous attendîmes sur des charbons ardents jusqu'à ce que fût appelé le nom de mon frère Mahmoud dans le 5e groupe. On commença à nous introduire. Il n'y avait pas d'homme majeur avec nous. Yahya Sinwar était un enfant lorsque se déroule cette scène. Nous fûmes tous dirigés vers la fouille du côté des femmes où des soldates fouillèrent ma mère, mes sœurs ainsi que moi-même. Nous fûmes introduits dans une salle d'attente en attendant que les autres familles fussent fouillées. Nous vîmes le groupe introduit avec nous avant nous sortir de la visite. Puis nous fûmes introduits à travers de longs corridors faiblement éclairés jusqu'au quartier des visites, un mur en ciment avec des ouvertures grillagées qui nous séparaient des prisonniers. Les enfants étaient entrés en premier en courant. Les grands marchaient doucement. Je courus avec les petits et chacun se mit à chercher qui son père, qui son frère. Je trouvai mon frère Mahmoud assis derrière l'une des grilles et je criai « Mère, voici Mahmoud, voici Mahmoud ». Les cris se multipliaient et ma mère ne m'entendit pas. Mais elle me vit debout près du grillage et elle me rejoignit avec mes sœurs Maryam et Fatima. Ma mère fit pleuvoir les questions sur Mahmoud. Sa santé, l'avait-il frappé? L'avait-il nourri? Et son corps? Avait-il paralysé ses mains ou ses pieds? Des questions sans fin qui se succédaient sans attendre de réponse. Et ses larmes qui coulaient tandis que Mahmoud tentait de la rasséréner en lui disant « Tout va bien mère, tout va bien ». Et c'est cette enfance justement qui a donné le militant que nous connaissons aujourd'hui et qui est devenu un mythe de la résistance à l'impérialisme. Et nous arrivons un petit peu à l'épilogue de cette émission. Je me tourne donc vers Mercredi et l'épilogue de son ouvrage. Dans la conclusion de votre ouvrage, vous dites « Je n'ai pas la prétention
de comprendre la sagesse des Zénètes et des Touaregs. Mais j'ose penser qu'elles m'effleurent quand je m'approche d'eux et laissent une infime trace sur mon âme. Ce que je vous souhaite à tous. Aussi, ma plume est loin d'être cohérente, si quand même, et n'égale pas les grands auteurs de notre époque, mais mes mots, parfois poétiques, parfois puérils, reflètent ma personnalité ondoyante. Oui, je n'aurais pas pu mieux me décrire. Je ne saurais mieux dire ou exprimer ce que j'avais dit parce que oui, je peux être, comme je l'ai dit, un enfant très sage, comme la jeune fille qu'on appelle et qu'on demande où tu es où aujourd'hui? Bah, je suis à l'autre bout de l'Algérie, je suis aux frontières, je suis loin, je suis à la recherche, Donc oui, je vagabonde énormément, je vais à la recherche, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tellement d'ailleurs que Timimoun, Janet, des Zénètes Touareg n'en est encore qu'au tome 1 ou au book 1. Il est tout petit d'ailleurs parce que le 2 et Inch'Allah peut-être le 3 vont parler de Ain Safra, de Biskra, des Aurès, de Ghardaya. Il y a encore tant à dire et tant à dessiner. Il n'y a pas assez de... je veux dire... Comment dire ça? Il y a tant à dire sur l'Algérie que même 3, ça ne suffit pas, à mon humble avis. Donc j'aimerais aller au-delà et tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Oui, et puis l'appétit vient en dessinant cette fois-ci. Oui. Et entre autres sites, vous avez mentionné dans ce premier ouvrage les différents circuits qu'on peut suivre. Il y a aussi celui de Sefar, dans le Tassili Najar. Oui. Ou Safar, oui, je sais la prononciation. Bon. Oui, les prononciations parfois peuvent prêter à confusion, mais c'est juste d'un point de vue identitaire, on aimerait bien retrouver les vraies prononciations et tout. Donc oui, il y a plusieurs circuits et comme vous avez dit tout à l'heure, on a passé des nuits dans des tentes plutôt agréables, confortables et tout à Timimoun. Quant à Janet, c'était à la Belle Étoile. Mais nous pouvons aussi le faire à Timimoun. Ça dépend entièrement de comment vous voulez vivre votre voyage. Et donc je l'expliquerai plus tard, Inch'Allah, par la suite dans le 2, que vous pouvez aller dans un hôtel, comme dans une maison d'hôte, comme dormir dehors. Le plus important, c'est ce que vous vivrez et ce que vous verrez après. Et c'est à votre choix, en fait. En tout cas, déjà, on peut découvrir dans ce premier tome, dans ce book 1, Timimoun, Janet, des Zénètes, au Touareg, une partie de ce voyage, une partie aussi du talent de mercredi. Allons-nous nous quitter sans que je vous pose la question? Pourquoi mercredi? C'était inévitable. Je me suis promis de ne pas la poser. Je me suis dit, on ne va pas épiloguer là-dessus. Il y a un très bel ouvrage d'une dimension anthropologique, sociologique, historique. Il y a un talent, il y a de très beaux dessins. Il y a largement de quoi parler pendant des heures. On ne va pas épiloguer sur ça, mais à force de vous appeler, je me tourne vers mercredi, je me me suis dit non, forcément les gens vont se poser cette question, donc je vous la pose. Justement. En humble serviteur du peuple. Le peuple veut savoir. Vous répondez à votre propre question, ça intrigue. Qu'est-ce que c'est mercredi? Pourquoi mercredi? Pourquoi tu as choisi un jour de semaine? Alors déjà, c'est la dimension temporelle. Je ne suis pas là en tant que présence ou... J'aime bien m'étendre à travers le temps. Et puis, un jour de semaine comme ça, aléatoire, ce n'est ni mon jour de naissance, ni pas du tout. Mais j'aime bien le mercredi. Il est au milieu d'une semaine. Ce n'est pas le week-end, ce n'est pas le début où on est fatigué. Il fait une bonne balance, je trouve. C'est un bon équilibre. En tout cas, on pourra découvrir votre talent dans ce book 1 de Timimoun, Janet, des Zénètes au Touareg. Merci beaucoup, mercredi, d'avoir été parmi nous. Ça fait un plaisir de vous recevoir. On peut aussi découvrir l'œil de Samir Jama dans cette exposition empreinte. Alors justement, où est-ce qu'on peut aussi vous retrouver pour que vous nous dédicaciez vos 3 ouvrages? Oui. Justement, où est-ce que ça se passe? Où est-ce que vous nous donnez rendez-vous? Alors, là, j'expose dans une école linguistique qui a créé ce qu'on appelle un centre culturel. Et je pense que c'est une démarche très louable par rapport de lier un peu tout ce qui est artistique au pédagogique. Au pédagogique.
Donc, et l'expérience est très intéressante parce qu'il y a des enfants qui viennent, on a comment dire, des visiteurs complètement différents de ce qui est classique, hein. Et à chaque fois, j'aime bien faire des choses. Pardon de vous interrompre, hein, vous désanctuarisez. Voilà. D'ailleurs, j'ai déjà exposé dans une boutique de vêtements, de costumes chics, etc. Bon, c'est une expérience que j'ai trouvée aussi intéressante. C'est-à-dire, j'aime pas beaucoup. C'est toujours les mêmes personnes, on retrouve toujours le même décor, les mêmes trucs, etc. Et je pense que l'artiste doit aller à l'encontre de d'autres personnes, etc. Voilà. Donc, ce qui fait que, alors, c'est à l'école Intuition. Donc, je remercie le directeur, M. Chaïb. Et c'est visible à la mi-septembre. Hein. Jusqu'au 15 septembre. Voilà. Comme eux, ils font des cours pour les jeunes, des trucs d'été, etc. Ce qui fait que moi, ça me permet aussi d'être en contact et peut-être même faire des ateliers de photographie avec ces gens-là. Donc on pourra découvrir les photos. Pourra-t-on les acquérir? Oui, c'est une exposition vente. Voilà. Voilà. Et la vente aussi des ouvrages. Donc ce qui fait que l'avantage de la photographie, c'est qu'on peut avoir la photo à n'importe quelle dimension qu'on veut. Certes. Voilà. Bon, là, c'est des grands formats. J'expose de très grands formats, en général dédiés pour des grands espaces. Mais quand quelqu'un a un coup de cœur, il peut la demander. Selon le... Et elle est pratiquement... Une photo est tirée à pas plus de 10 exemplaires. Hein. Donc c'est numéroté, etc. Et justement, revenons cette fois-ci à l'éditeur. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure? J'imagine la réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire notamment pour un photographe, pour le beau livre, c'est cette dimension sans doute qui vous a poussé à... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Par soi-même, effectivement. Moi, j'ai cet avantage de maîtriser tout ça, donc ce qui fait que... à travers votre maison d'édition Color 7. Voilà, exactement. Maison d'édition Color 7, exactement. Donc, comme j'ai une maîtrise des arts graphiques en général, j'ai été approché par des auteurs dont leur souci était la qualité de la photo. Comment restituer une belle photo, etc. Et c'est de là où j'ai commencé à me projeter en tant qu'éditeur pour faire le beau livre. Le beau livre qui reste comment dirais-je, un créneau à part entière. Et donc, oui, c'est un créneau qui n'est pas très... il revient très cher déjà le beau livre. C'est l'une des difficultés. Donc c'est pas un créneau rentable. Voilà. Et justement, comment vous faites face à cette contrainte? On essaie de trouver des financements, etc. Ou de temps en temps, comme mon premier ouvrage, c'est sur Ahlil, Timimoun. Donc j'ai été le premier avec Saïd Boutalfa, c'est lui l'auteur. Donc on a édité en 2006, c'était mon premier ouvrage. Je ne sais pas si vous l'avez... où il y avait un CD, où j'avais ramené le groupe Ahlil, j'ai fait un enregistrement ici à Alger. C'était ma première... Bon, j'ai tout perdu, je n'ai pas gagné aucun rang, c'est-à-dire dans le sens où je ne connaissais pas la distribution, je ne connaissais pas le mécanisme, etc. Donc ce qui fait que moi... Mais je suis heureux d'avoir fait cet ouvrage. Voilà. Il est toujours disponible en livre? Non, il est en rupture. Il est en rupture. Je peux passer commande ici? Il est en rupture. Faites comme chez vous, en tout cas. J'espère qu'il sera réédité, puisque c'est une très belle... En attendant justement cette réédition, on peut mettre la main sur Balade au cœur de la Casbah d'Alger, sur l'ouvrage dédié à Alger et sur l'ouvrage dédié à la Casbah. On peut aussi mettre la main, enfin on peut aussi regarder et commander les photos de Samir Jama dans cette exposition Empreintes et Racines, voyage au cœur du patrimoine algérien. Et on peut aussi mettre la main sur l'auteur Samir Jama durant cette exposition. Ce sera un plaisir, j'imagine, pour les gens de vous rencontrer, comme ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup, Samir Jama, d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Merci encore à Mercredi et à Timimoun Janet des Zénat au Touareg. J'ai oublié de dire à l'Algérie aussi, et j'ai oublié de dire que dans la conclusion de l'ouvrage, il y a aussi une playlist pour découvrir la musique du Sud, voilà, et les goûts musicaux de Mercredi.
Donc, je vous recommande aussi cet ouvrage. Et puis, les meilleurs pour la fin, oui, merci à l'Algérie, merci à vous, chers amis, de nous suivre et de faire lire, de faire vivre, pardon, la littérature en la lisant. Merci encore. Inch'Allah kun khfaf alaykoum. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Pourquoi pas, d'abord chez Monsieur Samir Jama et son exposition empreinte. Et de là, voyage organisé avec mercredi vers le Tassili Nadja. À très bientôt.